enregistrer. Voilà, je vais commencer l'enregistrement. Donc, Benjamin, si jamais tu as des choses à retirer après, tu me diras, et puis on coupera éventuellement, si c'est bon Ça pour toi. marche. Voilà. De toute façon, le principe étant que, en théorie, tu ne discutes pas de ton expérience chez Microsoft, tu discutes plutôt de ce qui s'est passé avant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc Je le vois plus but, je vois plus le PowerPoint là, tu l'as enlevé. normalement non. Attends, je vais le repousser parce que j'ai été coupé tout à l'heure, j'ai été kické. Ah ouais, autant pour moi. Attends, hop, hop. Normalement, tu dois avoir le desktop là. Est-ce que Hmm. tu vois les slides? Non. Moi, je les ai sur mon PC là, mais tout à l'heure c'est que je les voyais au milieu de l'écran donc. Normalement, tu devrais les avoir. Non, toujours pas? Non, ça me dit qu'il y a eu une erreur. Il y a une erreur. Ah. Ok, attends, laisse-moi regarder une chose. On va essayer d'y aller comme ça. Ah voilà, là ça charge là. Ok. Voilà, donc là, vous devriez le voir arriver. Ouais, c'est bon. Ok, impeccable. Donc, il y a beaucoup de problèmes réseau apparemment. Ouais, c'est possible, Gali. Donc le but du jeu, c'était quand même d'avoir une discussion relativement informelle sur le sujet. Donc, ben, vous aurez une petite question, une petite période de questions-réponses à la fin sur laquelle vous serez les bienvenus, soit écrites, soit j'ouvrirai les micros et puis dans ces cas-là, on verra si les questions arrivent. Euh, le but du jeu, c'est pas non plus de rester focalisé uniquement sur les conditions d'embauche, etc., etc., mais plus de vous expliquer vous donner en tous les cas un feedback sur notre expérience à Benjamin et à moi, qui est quand même relativement différente dans la mesure où nos profils étaient différents à la base aussi. Puis nos objectifs aussi, on va en discuter tout à l'heure. Donc on va revoir un petit peu, on va déjà se présenter et puis on verra après les différents slides si jamais on en a besoin. Ça sert essentiellement de support et puis vous donner quelques informations ou des liens. Voilà. Donc Benjamin, je te laisse te présenter. Alors oui. Alors moi je m'appelle Benjamin Roux, je suis ingénieur logiciel. Je travaille actuellement chez Microsoft. Et puis avant de venir chez Microsoft, donc j'y suis depuis 3 semaines à Seattle. Avant d'être chez Microsoft, j'ai travaillé et habité pendant 4 ans à Montréal, au Québec, où je faisais principalement du développement d'applications Windows Phone et Windows 8. Ok. Et ton cursus scolaire, c'est quoi? Oui. Alors moi j'ai été bon, à la base je suis français, j'ai fait un IUT informatique à Clermont-Ferrand pendant 2 ans et puis après j'ai fait 3 ans à Supinfo et puis j'ai notamment fait ma dernière année à Supinfo San Francisco. Donc voilà. Ok, Donc mon diplôme c'est j'ai un master en informatique. donc t'as fait un passage aux États avant de revenir au Québec finalement. Exactement. Ok. Moi, je m'appelle donc Nicolas Georgeot. Moi, j'ai 40 ans. Je suis architecte senior SharePoint. Je travaille pour une société qui s'appelle Public Consulting Group ici à Québec, mais c'est une boîte américaine, donc on a des bureaux avec une équipe de développement de 40-50 personnes ici à Montréal. Et le reste de la société se trouve un peu partout. On a des bureaux un peu partout aux États. Et le siège social se trouve à Boston. Moi, j'ai donc 40 ans. J'ai à la base une formation qui n'a rien à voir avec l'informatique, puisque j'ai un BTS électrotechnique et juste un bac plus 2. Je suis un autodidacte. En fait, j'ai appris beaucoup sur le tas, et puis voilà. Donc on va discuter un petit peu, on va présenter un petit peu nos expériences qui sont différentes. Enfin, moi, je les trouve très différentes dans la mesure où je vais déjà parler pour moi. Contrairement à beaucoup, moi je suis arrivé ici avec une famille. Donc je suis arrivé il y a 2 ans, à peine 2 ans ici au Québec. Et la particularité moi de mon profil, c'est que je suis arrivé avec 2 enfants et une femme.
donc avec l'obligation de trouver du boulot pour tout le monde et puis de gérer des problèmes familiaux, d'inscription aux écoles, etc. Des problèmes qui n'arrivent pas à tout le monde, mais qui sont assez spécifiques. Je ne crois pas que ce soit ton cas, Benjamin. Non, moi pas vraiment. Moi, je suis arrivé tout seul. J'avais 22 ans, donc c'était un peu, j'étais presque en mode étudiant, quoi. Plus simple à la base. Oui, beaucoup plus simple. Ouais, enfin on va voir, le permis, ça simplifie pas forcément les choses, Non. mais bon voilà. Donc moi je suis arrivé il y a 2 ans, à peine 2 ans, je suis arrivé en janvier 2012. Je suis passé par une étape où je suis arrivé tout seul en premier, avant que ma famille me rejoigne. Je suis resté ici pendant 4 mois à peu près. Ma famille m'a rejoint après au mois d'avril. Et bah, si j'ai un conseil à donner, en tous les cas, c'est vrai que plutôt que d'essayer de tout faire en même temps, se donner des étapes, ça permet quand même de résoudre les problèmes au fur et à mesure quand ils se posent. Puis l'immigration, c'est quand même un certain problème à gérer. Donc quand on le gère pour soi-même, c'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse charge. Donc éliminez-vous certains problèmes si vous le pouvez. 3 ou 4 mois, c'est finalement pas grand-chose. Donc voilà. Alors, on parle un peu des permis de travail. Benjamin? Benjamin, t'as dû être déconnecté, c'est ça? Je te remets comme présenteur. Voilà. Normalement, tu devrais être reconnecté normalement. Je pense qu'on avait perdu Benjamin 2 minutes. Donc les permis de travail, en fait, ce qui est très particulier au Québec, c'est que le Québec n'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à sa taille, le Québec n'est pas un pays. Québec, c'est juste une province du Canada. Donc, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que la plupart du temps, vous avez pas mal de choses à faire en double pour justement faire tout ce qui est procédure du côté canadien et aussi du côté québécois. Alors, le Québec, c'est un peu particulier encore par rapport aux autres provinces parce que il y a quand même une souveraineté qui est garantie sur pas mal de services, ce qui fait que, en règle générale, vous pouvez vous adresser directement au Québec, par exemple, pour la plupart des services, et le Québec s'occupe des procédures ou des démarches auprès du Canada. Donc ça simplifie quand même beaucoup les choses. C'est une expérience que vous retrouverez pas forcément dans certaines provinces, si jamais vous voulez regarder en dehors du Québec. La première chose, je sais pas si n'hésite pas à compléter, hein, Benjamin. Oui, oui, oui. Donc je vous ai mis les 2 liens vers les sites d'immigration vers le Canada, donc Québec et Canada. Le gros avantage, c'est qu'ils sont assez complémentaires, les 2 sites. N'hésitez quand même pas à regarder en premier sur Immigration Québec, parce que c'est quand même celui qui sera le plus précis par rapport à votre cas, si jamais vous voulez vous installer ici. Alors, par rapport à la dernière session, moi je cherche pas du tout à vous convaincre à venir au Canada ou au Québec ou à bouger, que les choses soient claires. Moi j'ai une expérience ici, je sais pas ce qu'il en est pour toi Benjamin, mais moi mon but c'est pas de vous démontrer que j'ai bien fait ou j'ai eu raison ou ma vie c'est génial, c'est mieux ou quoi que ce soit. Moi j'ai ma propre expérience personnelle, ce que je veux c'est juste la partager et puis si ça peut servir à certaines autres personnes, tant mieux. Voilà. Exactement. Voilà, donc je cherche surtout pas à vous dire qu'il faut venir ici et que c'est mieux ici qu'ailleurs. Entre autres, quand vous commencez à vous poser la question par rapport à l'immigration au Canada, c'est intéressant de savoir dans quel cas vous êtes, de faire une petite analyse au début dans la checklist. Entre autres, bon, la langue, ça reste quand même un élément important pour le choix de votre immigration. Parce que qu'on le veuille ou non, même si on a une volonté de faire, vous allez vous retrouver quand même un peu esselé dans les premiers temps. Et choisir un pays qui connaît votre langue et qui parle votre langue, ou dans lequel vous pouvez vous retrouver au niveau des communautés, c'est quand même assez confortable. Ça aide beaucoup. Donc la langue, c'est quand même vachement important. Puis après, votre situation familiale, donc est-ce que vous êtes seul ou accompagné? En l'occurrence, si vous commencez, enfin on en reparlera un peu plus tard par rapport au coût de la vie, etc. Mais si vous commencez à regarder un petit peu sur l'ensemble du Canada, le Québec, c'est pas forcément le paradis pour quelqu'un qui est seul, qui a pas de famille et qui a envie de bosser, passer son temps à bosser puis gagner beaucoup d'argent.
Si c'est ça votre objectif, si c'est de vous faire beaucoup d'expérience et de gagner beaucoup d'argent, à mon avis, Toronto ou même Vancouver sont mieux placés que Montréal. Par contre, bon, bah, vous allez tomber dans le problème de la langue assez rapidement, si jamais vous ne parlez pas du tout anglais. Mais en revanche, ce sera plus simple, ce sera plus rapide pour obtenir les permis de travail, C'est ça. vu que vous aurez que à, à discuter avec le gouvernement fédéral et non pas fédéral plus provincial. Absolument. C'est ça. Il y a la couche Québec qui ne sera pas là si jamais vous allez en Ontario ou en Colombie-Britannique, quoi. Effectivement. Mais par contre, si vous êtes dans une situation familiale comme la mienne avec une famille, ben, le Québec apporte certains avantages par rapport aux autres provinces. La gestion des enfants, l'éducation qui est beaucoup moins chère, enfin il y a des tas d'avantages qui sont là, quoi. Moi, mon choix, personnellement, quand j'ai décidé de partir, de quitter la France, j'avais plusieurs propositions euh, un peu partout, aux États. Enfin, j'avais le choix. En tous les cas, j'avais le choix pour bouger ailleurs qu'au Canada et qu'au Québec. Mais du coup, pour faciliter aussi l'intégration de mes enfants, qui eux ne parlaient pas très bien anglais, je me suis dit que le plus simple, c'était quand même de passer par une étape au Québec. Maintenant, est-ce que ça n'est qu'une étape? Je sais pas, on verra. Mais pour moi, c'était plus rassurant. Alors Benjamin, je sais pas pour toi. Oui, bah c'est sûr que quand tu viens avec quand si vous parlez vraiment pas anglais et que vous voulez quitter la France, il y a pas enfin quitter la France ou quitter le pays où vous habitez, il n'y a pas 36 il y a pas 36 solutions. Et le Québec, si vous êtes attiré par l'Amérique du Nord, le Québec c'est un très c'était une très belle destination. Ouais, c'est une bonne porte d'entrée, ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est ces deux sites qu'il faut que vous voyez si jamais vous êtes intéressé par le Québec. Et puis comme l'a rappelé très bien tout à l'heure Benjamin, si jamais vous choisissez d'autres provinces, les conditions d'immigration seront quand même très différentes. Benjamin l'a très bien dit tout à l'heure, l'Ontario et la Colombie-Britannique ne nécessitent pas passer par un autre organisme que celui du Canada. Donc sur ces sites-là, vous allez retrouver pas mal d'informations. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que au Québec, il existe grosso modo deux permis de travail principaux, je crois. Je crois pas me tromper, Benjamin. Il en existe des principaux, ouais, mais il existe beaucoup plus de façons. Ouais, ouais, exact. Mais ben, c'est vrai que bon, pour un travailleur, en tous les cas, ben, vous avez deux situations principales qui sont le travailleur temporaire et le travailleur permanent. Puis peut-être qu'on fera une aparté par rapport aux étudiants, si tu veux, Ben. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, soit vous êtes un travailleur temporaire, ce qui est mon cas actuellement. Vous êtes avec un contrat de travail. Alors, il me semble que c'est 3 ans renouvelable, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai un contrat de 2 ans renouvelable. C'est une publication qui doit être, enfin, c'est des démarches qui doivent être réalisées par votre employeur. Donc, vous, dans le cas du travailleur temporaire, vous ne pouvez pas venir sans que ça soit associé directement avec une offre d'emploi. Parce que votre employeur, pour vous permettre de venir, doit faire ce qu'on appelle un AMT, donc un avis relatif au marché du travail. Il doit réaliser ça auprès de Canada pour justement faire une recherche locale et savoir si cette demande d'embauche ne va pas être couverte par un travailleur local, un travailleur canadien. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, c'est en règle générale au bout de 15 jours ou 3 semaines, je crois que cet AMT autorise l'employeur à aller chercher quelqu'un ailleurs. Et là, ça ouvre la porte justement à l'immigration. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez le lien web dans les slides. Il existe une procédure simplifiée justement pour 44 professions identifiées. Donc, c'est des professions vraiment clairement identifiées qui sont. Il y a un peu Forte de tout, hein. demande. Ouais, il y a un peu de tout. Comme dit Ben, c'est vraiment qu'il y a une forte demande là-dessus. Euh, Si vous regardez bien, en règle générale, pour tout ce qui est IT, vous arrivez à rentrer dans la plupart enfin, au moins dans une des cases, quoi, dans une des catégories. Donc, ce que ça permet de faire, cette procédure simplifiée, c'est de faire descendre à peu près à environ 3 à 4 mois l'obtention du permis de travail temporaire. Donc, ce qui est quand même très rapide. Par contre, de l'autre côté, si jamais vous voulez rentrer dans la démarche de travailleur permanent, donc la résidence permanente,
Le gros avantage de ça, c'est que vous avez un permis ouvert, donc vous pouvez aller travailler pour qui vous voulez. C'est pas limitatif du tout. Euh, Vous pouvez, ça ouvre même jusqu'à la demande de citoyenneté si vous le souhaitez. Mais par contre, depuis l'étranger, les procédures sont parfois assez longues. Alors, pour mon expérience personnelle, moi j'ai choisi le travail temporaire justement pour tester le Canada dans un premier temps. Je me suis dit, je me donne 2 ans pour tester et voir ce que ça donne. Et l'avantage, une fois que vous avez passé ces 2 ans, c'est que quand vous êtes sur place et que vous avez déjà eu ce travail, ce permis temporaire, vous avez ensuite une procédure accélérée, une procédure simplifiée pour faire votre demande de travailleur permanent. Donc ça permet de descendre le temps de 1 an à environ 5-6 mois à peu près pour obtenir une résidence permanente quand les institutions travaillent bien. Est-ce que j'ai Oui. bon, Ben? Ouais. Moi, je rajouterais juste quelques petites choses sur les travailleurs temporaires. Alors, en fait, l'avis relatif au marché du travail, c'est pas pour toutes les professions. Oui. Donc, moi, je sais, par exemple, que pour mon premier permis de travail au Canada, au lieu de me mettre développeur logiciel, il m'avait mis intégrateur logiciel, ou intégrateur, je sais plus trop quoi. Et intégrateur, il n'y avait pas besoin de l'avis relatif au marché du travail. Donc, du coup, j'ai eu mon visa un mois plus rapidement. Mhm. Aussi, comme tu as dit, il faut absolument un employeur qui va vous sponsoriser, mais donc du coup vous êtes bloqué avec cet employeur. C'est-à-dire que un employeur X vous a sponsorisé pour avoir votre visa de travail. Une fois que vous l'avez, vous êtes travaillé chez lui, vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs que pour cet employeur. Donc si vous aimez pas l'endroit ou si vous voulez changer, vous avez une meilleure offre ailleurs, vous êtes obligé de refaire toutes les démarches avec votre nouvel employeur pour avoir un nouveau visa de travail. Absolument. Tu nous parles un peu des étudiants? Ouais. Donc s'il y a des étudiants dans le lot, euh, en fait, qu'est-ce que je sais pas trop ce que je vais dire. C'est travailleurs En fait, temporaires, c'est à peu près la même chose, non? C'est pas ça? ouais, en fait, moi je voulais plus parler des étudiants et puis les nouveaux diplômés. Vas-y, vas-y. Donc par exemple, vous avez plusieurs façons de venir au Québec. Vous avez par exemple le PVT. Le PVT, ça veut dire permis vacances travail. Alors ça, c'est un permis qu'il faut demander au mois de septembre, je pense. Il y a une très très forte demande. Donc par exemple cette année, en fait, il y a un quota par année. Et cette année, le quota a été vidé en 2 jours. C'est-à-dire qu'il faut préparer votre bon, c'est en novembre, dit Julien. Novembre. Donc il faut préparer votre dossier. En fait, à partir du moment où il y a toutes les informations, vous savez que vous voulez faire un PVT, faut commencer à regarder la procédure effectuée, remplir le dossier, et donc il faut absolument donner votre dossier le jour des ouvertures, sinon vous avez aucune chance. Donc avec ce PVT, le PVT, il me semble que c'est 18 mois. Donc et pendant 18 mois, en fait, vous avez le droit de faire ce que vous voulez au Canada. Alors, dans permis vacances-travail, il y a vacances aussi. Donc si c'est un an le PVT aussi. Donc il y a PVT, c'est permis vacances-travail. Ouais. Tu retrouves les informations sur les sites, hein. Voilà. Donc vous pouvez aller sur Google aussi si vous avez besoin. Ouais. Donc comme il y a le mot vacances dedans, si vous voulez venir au Québec et ne rien faire pendant 1 an, vous pouvez aussi le faire. Bon, l'idée c'est quand même de venir travailler, de trouver un employeur, d'avoir de l'expérience et après, avec votre employeur, de passer avec un visa de travailleur temporaire. Donc voilà. Et avec ce PVT, vous pouvez travailler pour n'importe qui, n'importe quand, etc. À la fin des 1 an, je sais pas si ça peut se renouveler. Mais sinon, si vous voulez rester, faut trouver une autre façon. Alors, à côté du PVT, il y a aussi les jeunes professionnels. Donc vous pouvez ça c'est quelque chose qui est spécifique à la France. Donc il faut être français pour faire ça. Ça s'appelle les jeunes professionnels. Donc ça c'est c'est quelque chose que le gouvernement français a fait avec le gouvernement canadien. Et donc vous pouvez ça pareil, il y a un quota tous les ans. Le quota part beaucoup moins rapidement. Cette année ça a mis plusieurs mois avant de partir. Avec ça, il vous faut un employeur, il vous faut une offre d'emploi. Ensuite, on vous fait un permis de travail temporaire qui cette fois, il me semble, est de 18 mois. Et donc là, pareil, vous êtes bloqué avec cet employeur, mais la procédure prend,
je sais pas, une semaine peut-être. Entre le moment où vous envoyez votre dossier et que vous avez la réponse, c'est assez rapide. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que c'est beaucoup plus, c'est mieux que le PVT et c'est beaucoup plus rapide que le travailleur temporaire. Et pareil, à la fin de ces 18 mois, vous pouvez passer en permis de travail en travailleur temporaire. Faut juste en fait s'y prendre à l'avance. Donc mettons 3 mois avant que votre contrat se termine, vous demandez à votre employeur est-ce qu'il veut vous garder. S'il veut vous garder, vous lui demandez est-ce qu'il veut faire un permis temporaire. Et puis vous faites toutes les procédures. Et ensuite, il y a une dernière possibilité pour venir au Québec, c'est ce qu'on appelle les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le jeune pro, c'est propre aux Français, hein, Wadjo. Le jeune pro, c'est propre aux Français. Comment ça s'appelle quand tu as une entreprise française qui a une branche Ah, l'expat? Ouais, L'expatrié, ouais. Comment ça s'appelle? Julien, comment ça s'appelle? Julien, au secours, tu veux? Les chanceux. Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, en fait, si vous travaillez dans une entreprise française qui a une succursale, une filiale ou n'importe quoi au Québec, vous pouvez faire ce système-là. Donc, en fait, vous êtes rattaché. Alors ça, c'est assez bizarre. Vous êtes rattaché à l'entreprise française. Vous êtes payé en euros, d'accord? Le salaire est fixe. Donc, c'est-à-dire que peu importe le métier que vous faites, le salaire dépend de la région, de la ville où vous allez être. Donc par exemple à Montréal, le salaire, il me semble, c'est de 2500 euros. Si vous travaillez à New York ou n'importe quoi, le salaire est différent. Mais bon, pour Montréal, il me semble que c'est 2500 euros. Vous avez tous les avantages, vous payez pas d'impôts. Vous avez tous les avantages français, c'est-à-dire que vous avez non, vous avez 6 semaines de vacances. C'est martien ici, quoi. Vous avez 6 semaines de vacances. Vous payez pas d'impôts. Vous avez un salaire fixe. Et vous avez d'autres avantages. Donc après, les inconvénients, c'est que bon bah pareil, vous êtes rattaché à cette entreprise, votre salaire est fixe, donc ben peut-être si vous êtes chanceux, vous allez gagner plus que la moyenne. Si vous êtes malchanceux, vous allez gagner moins que ce que les gens y gagnent dans votre ville. Donc ça, c'est à vous de voir. Je vais essayer de retrouver rapidement comment ça s'appelle. Ok, mais en tous les cas, ça fait déjà pas mal d'options. Ça semble très compliqué et très procédurier. Je me permets juste une petite aparté. Ici aussi, il y a une administration qui est quand même assez importante quand on compare par rapport à la France. Cela dit, elle est quand même beaucoup plus efficace. Donc, soyez pas surpris. Ah, le VIE. Ok, bah voilà, Benjamin a trouvé. J'ai essayé de meubler pendant que tu cherchais. Voilà. Bon, donc VIE, ça veut dire volontariat international en entreprise. Okay. Donc ça, si vous trouvez une entreprise qui a une filiale dans les deux pays, et puis vous demandez s'ils sont intéressés à faire un VIE pour vous envoyer là-bas. J'en connais plusieurs qui font ça. Je connais 2 personnes qui font ça. Puis il y a une entreprise, une entreprise de recrutement à Montréal qui est spécialisée dans ça. C'est-à-dire que eux, sinon c'est une boîte de recrutement, ils ont une filiale à Paris, une filiale à Montréal, et puis ben ils vous font passer comme ça de l'une à l'autre. Ok, très bien. Donc ça fait pas mal d'options. Alors tout à l'heure, il y a une question qui passait, c'était par rapport au stage de fin d'études. Je crois que tu en as parlé déjà un peu tout à l'heure. Il y avait le PVT, ça en fait partie, non? Des options pour le stage de fin d'études. Oui, il me semble. Et en fait, pour le stage de fin d'études, je sais pas parce qu'en fait, tous les étudiants que je connais à Montréal, ils sont tous pas super. Ouais. Faire un projet de fin d'études au Québec, est-ce une bonne idée? Est-ce facile à trouver? Et c'est quoi la démarche? C'est la même problématique un peu partout, c'est qu'il faut aller les chercher, les stages. Il faut se renseigner. Puis quand on est sur place, c'est toujours plus simple. Donc le principe en fait du PVT, l'avantage c'est ça, c'est que comme le disait tout à l'heure Benjamin, dedans il y a vacances, donc ça vous empêche pas de venir passer un mois ou deux en vacances au début, et puis pourquoi pas de travailler, enfin d'enchaîner sur un stage dessus, sans avoir à vous poser de problème par rapport au permis, parce que c'est intégré dans votre PVT. Voilà. Et puis si vous aimez pas ça, vous pouvez partir comme vous êtes arrivé. PVT, c'est la limite, c'est quoi, 25 ans? Ouais, c'est ça. Il faut. Oui, le PVT c'est probablement français, ouais, c'est bien possible. Ouais. Il y a plein de,
Je connais beaucoup de choses spécifiques à la France, vu que je suis français. Ouais. Mais si vous n'êtes pas français, je pense qu'il n'y en a pas 50 possibilités, c'est travailleur temporaire et travailleur permanent. Ouais. Donc les deux types de permis qui sont affichés sur le slide. Bah, ce qui est intéressant quand même par rapport à ça, c'est que, alors faut se renseigner hein, au niveau des étudiants pour les autres nationalités que la France. Mais ce qui est quand même super intéressant ici, c'est que le pays est entier, tout entier quand même ouvert à l'immigration, quoi. C'est-à-dire c'est quand même un pays actuellement qui se bâtit beaucoup justement sur l'arrivée de nouvelles, enfin, sur l'apport de nouveaux arrivants. Donc il y a peut-être des options qui existent pour les autres pays. À voir. Oui, faut regarder, faut regarder spécifiquement pour votre pays, quoi. Ouais. Mais sur les deux sites qu'on vous a donnés, sur les deux adresses qu'on vous a données, globalement, ben, je vois que Karim vient de partager un truc sur PVT Canada. Donc, si vous voulez avoir les conditions sur le PVT, mais sinon sur les deux autres sites, vous allez avoir pas mal d'informations sur justement ce qui vous est proposé selon votre nationalité. Sachant que globalement, ce qu'on peut dire pour le Québec, c'est si vous avez un métier recherché, que vous soyez jeune diplômé ou pas jeune diplômé, ou même avec de l'expérience, c'est même encore mieux. Mais si vous êtes sur un métier recherché et que vous parlez français, vous avez de très bonnes chances pour pouvoir être accepté, quel que soit l'endroit d'où vous venez. C'est les conditions, en gros, ici, c'est quand même avant tout de parler français et d'être recherché, d'avoir un métier recherché. J'en profite juste parce que ben, c'était un peu une aparté qu'on pouvait faire aussi par rapport à la dernière fois aux États. Le Québec, même si c'est pas un pays, ça reste quand même une grande province. Et les conditions d'immigration sont pas les mêmes selon l'endroit ben, que vous visez. Vous avez des options qui vont être quelquefois différentes entre Montréal et Québec. Québec, ça reste quand même une grande ville, même si c'est 3 fois plus petit que Montréal. Ça reste quand même une ville assez intéressante avec une expérience de vie, mais qui est différente de celle de Montréal. Alors comme la plupart des petites, enfin, des villes moyennes par rapport aux grandes villes, on retrouve plus des problèmes quand même liés comment dire, au racisme et des choses comme ça, parce que il y a quand même une problématique liée au racisme aussi au Canada, comme dans tous les pays. Mais ça reste une option aussi. Moi, je connais pas l'expérience à Québec, je peux pas en parler. Je connais que l'expérience ici à Montréal. Je sais pas si Benjamin, toi, t'as des idées là-dessus? Non, je connais que Montréal. Ouais. Bon, l'avantage de Montréal, c'est que c'est quand même une grande métropole avec tous les avantages qu'on peut connaître à enfin aux métropoles. Il y a toutes les communautés sont représentées. Du boulot, il y en a un peu plus. Enfin plus, j'en sais rien. Il y en a beaucoup au Québec aussi. Les salaires sont un peu plus élevés à Montréal, il me semble, de mémoire. Le salaire moyen, bon, on va en parler tout à l'heure, mais je crois que ça tourne aux environs de 42 000 dollars à Montréal, à peu Ouais. près. Ça doit être un peu moins élevé à Québec. Bon, je parle vraiment salaire moyen, hein, on sera plus précis tout à l'heure. Il y a une question. Bonsoir Nicolas, tu peux nous parler du big data, BI? Oh, ouais. Alors je reparlerai tout à l'heure enfin, de ce que moi je fais ici et puis l'expérience que j'ai eue par rapport à ça. Moi, je peux te parler de BI. Maintenant, je pense pas je pense pas que ça intéresse tout le monde, donc on va en parler un petit peu si tu veux par rapport à ce que moi j'ai fait ici, mais voilà quoi. Donc voilà pour les permis de travail. Donc il y a beaucoup d'options. Maintenant, à vous quand même de vous renseigner sur les sites. Moi, je connais pas trop les permis liés aux étudiants, mais plutôt ceux liés aux travailleurs temporaires ou permanents. Famille, je voulais juste faire un slide là-dessus. Je suis pas sûr que vous soyez tous concernés par le truc non plus, mais bon, moi ça fait partie de mon expérience. Attends, juste pour revenir Vas-y, au vas-y. permis permanent. Travailleur permanent. Ouais. Alors travailleur permanent, c'est ce qu'on appelle, en fait ici ça s'appelle la résidence permanente. Ouais. Donc si vous avez vraiment envie de venir vous installer au Canada, vous pouvez, et vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez en fait dès maintenant commencer cette procédure. Ça prend plus d'1 an à faire. Ça prend entre 1 an et 18 mois.
Donc en fait, vous pouvez tout faire de votre pays. Donc bon, je pense qu'il faut aller à À l'ambassade, l'ambassade, je pense, ouais. faut aller à l'ambassade du Canada dans votre pays. Il y a plein de documents à remplir. Faut faire une visite médicale. Faut vraiment donner beaucoup d'affaires. Mais une fois que vous avez ça, donc vous avez ce qu'on appelle la résidence permanente et vous avez le droit d'aller au Québec, au Canada. En fait, au Québec, en Ontario, n'importe où. Donc vous avez le droit d'aller au Canada, habiter, travailler pour n'importe qui, n'importe quand. Et donc après, au bout de 4 ans, vous pouvez demander la citoyenneté, qui prend encore qui Ok. prend encore plusieurs mois avant d'être. Et si l'on n'est pas dans notre pays d'origine, tu peux aussi le faire. En fait, Oui, il faut juste que tu sois dans un pays où il y a une ambassade. ouais. Donc je pense que le Canada a des ambassades dans pratiquement dans 99% des pays du monde. Peut-être pas en Corée du Nord, mais mais sinon, Pourtant, il y en a beaucoup qui aimeraient partir, je pense. ouais. Non, c'est ça. Donc ça, en fait, faut juste se renseigner. Tu vas sur le premier site les premiers sites qu'on avait regardés. Donc tu choisis, donc c'est-à-dire immigration-québec.gouv.qc.ca. Et puis en fait, il y a deux sections. T'as travailleur temporaire, travailleur permanent. Et donc tu regardes tout ce qu'il faut. C'est très cher. Hmm. Il y a des prérequis. L'ambassade, on demande, c'est quoi les démarches pour immigration permanente? Alors, Bah, il y a pas de prérequis. Le prérequis, si tu veux aller au Québec, faut que tu parles français. ouais. Si tu veux aller à autre part qu'au Québec, au Canada, faut que tu parles anglais. Donc quand tu demandes une résidence permanente pour le Québec, ils vont tester ton français. Donc je pense qu'il faut même faut même donner un espèce de certificat qui montre que tu dois en fait un espèce de test qui Où il dit faut passer un examen, je crois. voilà un C'est examen en ça. fait de Ouais. français pour voir si tu parles français. Euh, Soit tu passes un examen ici, soit tu arrives déjà avec un examen où tu peux attester que tu c'est parlais ça. le français. Julien il dit que ou sinon si t'as le C'est bac. ça. Alors ça coûte combien environ? Alors dans mes souvenirs ça coûte entre 1000 et 2000 $. Ouais. À peu près ça, ouais. Voilà. Alors, ça coûte, les papiers hein, coûtent ce prix-là. Maintenant, il faut aussi pouvoir justifier d'une somme d'argent bloquée sur un compte pendant le temps de la démarche, juste pour valider le fait que vous arriviez avec un peu d'argent de côté, quoi. Donc, Voilà. il s'assure juste que vous soyez pas sans revenu quand vous arrivez ici, en fait. Parce que la résidence permanente, ça veut pas dire que vous avez un travail. Exactement. Alors qu'à l'inverse, quand vous avez un permis de travail, ça veut dire que vous avez un travail. Donc on va revenir sur le permis. Si vous avez des questions encore par rapport à ça, on ouvrira les micros à la limite après par rapport au permis. Je pense qu'il y en a encore beaucoup. Alors juste pour information, en France, je sais que ça existe. Je pense que ça existe dans beaucoup d'autres pays aussi. Le Québec, enfin le Canada et le Québec organisent régulièrement des réunions d'information un peu partout. Auxquelles vous pouvez aller vous inscrire, enfin vous participer librement, c'est totalement ouvert, gratuit, et là vous avez des spécialistes envoyés par le consulat, donc eux ils connaissent toutes les démarches, ils connaissent toutes les conditions par rapport aux professions, donc voilà. Euh, Pierre, non, la nationalité française ne suffit pas à justifier la maîtrise de la langue maternelle. Il faut, en règle générale, soit un résultat d'examen avec un relevé de notes associé. Donc c'est quelque Voilà. chose à demander auprès de votre rectorat en France. Donc Julien, il dit si t'as le bac, apparemment, le bac Ouais, voilà, français. c'est ça. Donc je reviens juste pour continuer un peu sur les slides. Moi, mon expérience, je suis arrivé ici avec une famille, donc attention, il y a quand même quelques trucs qu'il faut regarder si jamais vous êtes dans ce cas-là. Le gros avantage, c'est que si jamais vous obtenez votre permis, moi dans le cas de mon permis temporaire, le permis s'arrête directement, enfin ça s'applique directement à toute la famille. Donc le conjoint, il bénéficie d'un permis ouvert, un peu comme s'il avait une résidence permanente. Donc il peut aller chez n'importe quel employeur, n'importe où, n'importe quand. Il peut même rester, ne pas travailler. Ça, c'est pas le problème. Et les enfants bénéficient directement d'un permis d'études. Parce que oui, pour rentrer dans une école ici, il faut avoir un permis d'étudier aussi. Sans ce permis d'étudier, vos enfants ne seront pas admis à l'école. Que ce soit l'école privée ou l'école publique. Je ne suis pas rentré dans tous les cas de l'école privée, mais si l'école privée, peut-être que des écoles à 10 000 $, ils vous acceptent, mais en tous les cas, celle à 6 000, ils vous acceptent pas. Euh, et puis, comme c'est rattaché au permis Racine, si jamais le contrat s'arrête, tout le monde rentre. Il n'y a pas de possibilité de switcher après. Voilà, je termine là l'aparté par rapport à la famille. Puis si jamais vous avez des questions par rapport à ça, c'est très spécifique, on peut en reparler après.
Et le petit avantage, c'est le permis ouvert du conjoint. Alors ça, j'ai jamais vraiment, je trouve ça complètement injuste. Mais Bah ouais. donc vous êtes bloqué avec une entreprise, que vous soyez heureux ou pas, et puis votre conjoint, lui, il peut travailler où il veut. Il peut travailler où il veut, mais en même temps, son contrat peut s'arrêter du jour au lendemain. Aussi. Ouais. Ouais. Lui, il peut être forcé d'être reconduit à la frontière si jamais ton permis s'arrête. Alors bien sûr, les employeurs en général, une fois qu'ils ont embauché ton conjoint, ben ils sont prêts à faire les démarches si jamais il faut les faire après. Donc c'est une sécurité aussi, quoi. Ouais. Juste quelques petits détails financiers pour ceux qui ne regardent pas Internet. L'euro est plus fort que le dollar canadien. Donc à peu près, il y a une équivalence à peu près de 0,70. On est sur un dollar canadien qui est à peu près équivalent au dollar américain. Et ici, la TVA, c'est de 15%. Là où en France, par exemple, c'est du 19,6 partout maintenant. Voire même, ils parlent peut-être de l'augmenter. Mais aujourd'hui, ici, on cumule en fait deux taxes différentes, la canadienne et la provinciale, donc la québécoise. Et c'est à peu près, ça tombe aux environs de 15%. À noter que ouais. C'est-à-dire que quand vous allez au magasin, que vous voyez une télé qui est à $1000, et ben en fait ça va vous coûter $1150 parce que les prix sont hors taxe. Donc ça fait tout est affiché. C'est un peu fatigant au début parce qu'on se dit une super affaire, c'est moins cher. Puis en fait quand on finit par ajouter les taxes, etc. Ou même et surtout le tips quand on est au restaurant, c'est pas cher quoi. Ouais, parce que c'est vrai que sur un prix à la carte au restaurant annoncé à $15, ben vous vous retrouvez vite à payer $30 quoi. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des surprises qu'on découvre ici quand on parle un peu finance. Ouais, donc le tips pour ceux qui savent pas, c'est le pourboire. C'est le pourboire, ouais. En France et puis dans beaucoup d'autres pays, le service est inclus dans le prix. Donc quand vous allez au restaurant et que vous prenez un menu à 15€, ça vous coûte 15€, pas plus, pas moins. Sauf si vous avez un très bon service, vous pouvez donner peut-être un pourboire de 1 ou 2€ si vous êtes, mais ça se fait que très peu. Alors qu'au Canada, les serveurs sont payés, en fait ils ont un salaire très très bas qui est plus bas que le salaire minimum. Et en fait ils ont besoin du pourboire. Le pourboire, c'est quelque chose de logique pour eux. Et en fait, même le gouvernement leur taxe. Donc ça, c'est assez bizarre. Le gouvernement leur taxe sur toutes les. Donc mettons un serveur, il a servi, je sais pas moi, 1000 tables dans l'année. Et ben le gouvernement, donc l'employeur du serveur va envoyer les factures des 1000 tables au gouvernement qui vont être attachées à ce serveur. Et donc le gouvernement va taxer 6%. Alors, il va prendre 6% du montant des 1000 tables et il va être taxé sur ces 6% là. Il taxe le type en partie, ouais. Voilà, parce qu'ils savent que la personne a reçu du tips. Donc c'est-à-dire que si personne ne donnait de tips, et ben la personne, au final, le serveur, il se retrouverait à donner de l'argent il paierait de l'impôt sur de l'argent qu'il a même pas reçu. Donc à faire attention parce que ça fait augmenter les prix quand vous êêtre ici localement, quoi. Voilà, entre 15 et 20%. Donc, ouais, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on pour être plutôt correct, vous donnez l'équivalent de la taxe. Donc, vous prenez les deux taxes et puis vous donnez ça en tips. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Donc ici, on a un chômage à peu près. Alors sur l'ensemble de la province, on est à peu près à 8%. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très différent. Comme on le disait tout à l'heure, les expériences sont différentes selon les villes. Sur Montréal, le chômage est à peu près de 10%. Et c'est très différent quand vous allez dans le Grand Nord ou vers la Gaspésie. Enfin voilà, si vous regardez sur une carte, le Québec c'est à peu près 3 fois la France, donc c'est vraiment gigantesque en termes d'espace. Et les expériences déjà de salaire entre une ville comme Paris et Lyon sont très différents. Ben ici ça va être la même chose, mais avec des niveaux de chômage etc. qui vont être très très volatiles aussi, exactement comme les villes de province en France, quoi. Mais globalement, on est sur un taux de chômage global sur le Québec à 8%, donc ce qui est quand même pas très très élevé.
Les impôts, on compare toujours les impôts en se disant je veux me barrer au Québec parce qu'on paye moins d'impôts. Ça, c'est pas mal. Alors le Québec, voilà. Donc le Québec, ça c'est les chiffres tirés des sites. Donc le Québec, encore une fois, quand vous arrivez au Québec, y compris sur les impôts, ben vous avez à payer les deux parts, et la fédérale et la québécoise, la provinciale. Ce qui n'est pas vrai encore une fois selon les expériences si jamais vous allez en Ontario ou en Colombie-Britannique, c'est complètement différent. Mais en tous les cas au Québec, vous avez à payer votre part fédérale et la part québécoise. Donc vous voyez sur un salaire à moyen à 41, 42 000 dollars, ben, vous voyez à peu près où vous en êtes. Et ça vous donne une comparaison un peu par rapport à la France. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que globalement, on est quand même sur des niveaux d'impôts, ou en tous les cas d'impôts ressentis, parce qu'il y a la différence entre l'impôt réel, qui est celui qui est affiché sur les sites internet, puis l'impôt ressenti quand vous arrivez à la fin du mois et que vous voyez qu'il n'y a plus rien dans votre poche. C'est quand on enlève les taxes d'habitation, les taxes professionnelles, tout ce qui est services, ordures, etc. Les égouts, enfin quand on enlève tout ça, globalement on est quand même plus riche au Québec qu'en France à la fin du mois. Et on va voir Et pourquoi. à noter que les impôts, ils sont prélevés directement sur le salaire. Oui, Donc quand vous recevez votre paye, quand vous recevez votre chèque, l'argent qui est dessus, c'est à vous, vous le gardez. Et puis à la c'est fin du de net. l'année, vous en donnez pas. C'est du net. Ah oui, oui, c'est vrai, ça je l'ai pas marqué, et c'est vrai que ça c'est une remarque super intéressante. Euh, la particularité du Québec, en règle générale, quand vous allez négocier ici un contrat de travail, vous allez le négocier pour une paye tous les 15 jours à peu près, tous les 10 jours. Donc tous les 2 semaines, vous allez percevoir un salaire. Toutes les boîtes ne font pas ça, mais c'est quand même très courant ici au Canada, quoi. Enfin au Québec. N'est-ce pas, Benjamin? Ouais. Donc ce qui est quand même assez agréable, c'est que ben, à la moitié du mois, vous avez déjà la moitié de votre salaire. Donc en gros, moi je regarde par rapport à mon salaire et puis par rapport au prix de l'appartement, etc. À la moitié du mois, j'ai payé mon appartement, mes charges. Puis la deuxième partie du mois, en gros, ben c'est tout bénef pour moi, quoi. C'est ça. Moi, je faisais pas. C'est ça. L'idée, c'est moi, j'étais exactement pareil. La première paye, c'est le loyer, la bouffe, etc. Et le deuxième loyer, la deuxième paye, c'est, je le garde et puis je fais des trucs avec, quoi. Voilà. Alors, sans rentrer trop dans le détail, parce que je sais pas si toi tu veux le dire ou pas, mais moi en tous les cas, en France, quand j'ai quitté la France, j'étais à peu près à 60 000 euros, ce qui était en province en tous les cas un excellent salaire pour moi. J'étais très bien payé. J'avais des avantages en plus comme la voiture. Mais ici, quand je suis arrivé ici, on m'a fait quand même des très belles propositions au-delà de ce niveau de salaire-là. Je vais vous donner des liens après vers des sites, vers des documents pour vous donner des idées, mais globalement, avec mon niveau d'expérience à 40 ans, avec 10 ans d'expérience dans SharePoint, enfin dans la gestion de projet, informatique, etc., blablabla, j'étais à peu près entre 85 000 et 90 000 dollars hein, sur la proposition de base. Ce qui, en tous les cas, ici est quasiment, enfin, c'est le double du salaire moyen. Donc, ça vous donne une idée du niveau de vie qu'on m'offrait d'avoir ici par rapport à la France, quoi. En comparaison, en France, à Paris, on me proposait des salaires aux environs de 75 000 euros sur Paris. Ce qui, à Paris, avec le prix du logement, est vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc c'est ça. Donc le salaire moyen, 40 000 euros, que 40 000 dollars. 40 000 dollars, vous vivez très bien. Faut pas prendre un appartement qui coûte cher. Moi, mon premier travail en sortant de l'école, mon premier travail au Québec, je touchais 60 000 dollars. Et donc 4 ans après, quand je suis parti, j'en touchais 80 000. Donc ça fait je sais pas combien de pourcents en plus. L'augmentation, bah, moi je la trouve assez bonne. Donc sachant donc pour moi avec 80 000 dollars, je vivais très très bien. Hmm. Donc j'avais un bel appartement, puis je mettais de l'argent de côté. Donc ça c'est quelque chose que en France par exemple, je pense que j'aurais eu un salaire de, mettons, à Paris j'aurais gagné peut-être 40 000 euros si je m'étais très bien débrouillé, dont sur les 40 000 euros j'aurais payé de l'impôt, j'aurais eu un appartement miteux qui m'aurait coûté 800 euros 1000 euros par mois, Hmm. et donc à la fin j'aurais pu épargner peut-être 200 euros par mois, Hmm. alors qu'au Québec je pouvais épargner 2000 dollars par mois, quoi.
Alors il y a un calcul qui est intéressant, c'est quand vous allez négocier ici votre salaire. En France, quand vous négociez votre salaire, vous négociez le brut et vous n'obtenez jamais ce brut parce que sur ce brut en France, on va vous réduire, on va vous prendre la part des impôts patronales qui correspond à peu près au tiers et puis enfin, entre le tiers et la moitié, donc ce qui fait que ça vous laisse quand même pas beaucoup sur votre brut négocié. Ici, il y a des parts patronales aussi, mais elles sont quand même beaucoup moins élevées. Et la particularité, c'est que globalement, on vous laisse vous-même l'être maître de gérer votre retraite et tous ces placements-là. Alors, il y a quelques placements quand même obligatoires, mais qui sont quand même beaucoup plus faibles qu'en France. Et c'est à vous après. Alors, l'État fait énormément d'incitations pour ça, des crédits sur l'impôt, etc., etc. Donc, c'est pour ça que Benjamin tout à l'heure disait que à la fin, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous n'avez plus rien à donner, voire même on vous en redonne un peu en fonction de votre situation familiale. Mais l'avantage, c'est que sur cet argent-là, vous avez des options de placement qui sont quand même assez intéressantes pour votre retraite, pour les études de vos enfants, etc., etc. Donc ça reste quand même très très intéressant. Si vous voulez plus de détails sur la façon dont fonctionnent les salaires, on peut en parler un peu plus, mais les calculs peuvent être parfois assez complexes, mais ça reste quand même en termes de salaire plus intéressant qu'en France de mon point de vue, quoi. Voilà. Et donc dans l'eau, en fait, l'eau minime, on paye pas l'eau. L'eau c'est gratuit au Québec. Parce qu'ils ils en ont tellement que c'est gratuit. Vous payez, en fait, on paye que l'eau chaude. En fait, tu payes pas l'eau chaude, tu payes l'électricité pour faire chauffer ton eau chaude. Ouais. Bah oui, c'est ça que je vais essayer de mettre un petit peu dans le coût de la vie là, c'est de donner une idée un peu du coût de la vie. C'est les logements, ça fait une énorme différence par rapport à la France en tous les cas. Je sais pas si les gens en Tunisie, etc. Je sais pas où vous en êtes en termes de logement, mais à Paris c'est juste infernal pour se loger. 3 à 4 fois moins élevé, ouais, c'est à peu près ce qu'on mesure, je pense, hein. Je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, avec un salaire moyen, vous pouvez habiter pas trop loin du centre-ville. Vous pouvez habiter en ville et pas trop loin du centre. Ce qui à Paris est plus possible. Avec un salaire moyen, vous êtes obligé d'habiter dans la deuxième ou troisième couronne et puis de vous taper les déplacements matin et soir, quoi. Ouais. Et puis Montréal, c'est très très bien desservi en transport en commun. Il y a 4 lignes de métro, donc ça peut paraître pas beaucoup parce qu'à Paris il y en a beaucoup plus. Ouais. Il y a 4 lignes de métro, il y a plein de lignes de bus et aussi il y a il y a ce qu'on appelle les Bixi. Donc pour ceux qui connaissent, c'est comme les Vélib, les Vélov et puis tous les systèmes de vélos en libre service. Donc moi par exemple j'utilisais ça de mai à octobre. Je prends mon vélo, enfin je prends l'espèce de vélo, le vélo en libre service. J'allais au travail avec, ça me prenait 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir. J'économisais donc 6 mois à 80 dollars par mois de transport en commun, donc ça faisait un peu plus de 400 dollars. J'économisais un peu plus de 400 dollars. Puis ça me gardait en forme. Et puis et puis c'était beaucoup plus rapide parce que ça, en métro, quand je voulais y aller en transport en commun, fallait que je marche, que je prenne le bus, que je prenne le métro. Donc ça me prenait facilement 30 minutes, alors que versus 15 minutes en vélo. Ouais. Alors c'est bien, ça permet d'économiser sur la salle de gym en plus, c'est bien. Voilà aussi. Après la grosse question, c'est qui revient toujours par rapport au Québec. La grosse remarque par rapport au Québec, c'est le climat. Oui, il fait froid, il fait même très froid, mais en gros, il fait très froid pendant 4 mois. Enfin, pendant 4 mois, il fait froid et il Ouais. fait très froid pendant 15 jours, Ouais. à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. Il fait froid de décembre à mars. Ouais. Moi je trouve qu'il fait très froid. Mais il fait froid. Ça, en moyenne, il fait moins, je sais pas, moins 15 degrés, moins 10, moins 15 degrés. Et donc très froid, c'est moins 30, moins 40. Mm. Mais c'est Donc très ça, exceptionnel, ça quand même. c'est ça. Ça arrive quelques jours dans l'année, mais bon, quand ça arrive, c'est froid. Donc c'est ça. Si vous avez vraiment pas le froid, je vous Du conseillerais Québec. pas de venir au Québec. Bon, par contre, l'avantage ici, c'est que c'est un froid qui est quand même très différent de celui de la France. Ici, les établissements, les bâtiments sont tellement bien chauffés et tellement bien isolés que quand vous rentrez dans un établissement, enfin, vous enlevez un peu la neige sur les épaules et puis c'est bon, vous avez chaud, quoi. Il y a des climatisations partout. Ouais.
L'expérience de vie est radicalement différente du coup entre le Montréal et Québec, je pense, parce que Montréal, il y a un réseau souterrain qui est quand même très étendu, avec des boutiques souterraines, chauffées, même climatisées l'été, etc., etc. Et oui, parce que oui, il fait froid l'hiver, mais en plus il fait très chaud l'été. Donc Oui. on passe rapidement de enfin, des extrêmes l'hiver. Hein, Benjamin en a parlé pendant 4 ou 5 jours, il fait quelquefois jusqu'à moins 35. Mais par contre, c'est pas rare qu'il fasse 10 jours plus 35 l'été, quoi. Même plus que ça. Voire plus, ouais. Ouais. Vraiment l'amplitude maximale est de moins 40 à plus 40. Ouais. Mais plus 40 c'est très très chaud. Et donc si moi j'avais pas l'air climatisé chez moi et c'est insupportable. Alors le Pour gros vivre, pour dormir, tout. ouais. Ouais, le gros avantage des métiers de l'IT, c'est que ben le travail à domicile est quand même assez répandu ici. C'est quand même quelque chose qui est assez facile à obtenir. Je pense que c'est particulièrement lié aux conditions climatiques. Du coup, l'hiver, moi, je sais que quand il fait moins 30 dehors, ben, je sors pas, quoi. Mais mes enfants, eux, qui sont obligés d'aller à l'école tous les jours, on a une bouche de métro qui est à quoi, 5 minutes de la maison. Ils s'engouffrent dans la bouche de métro, et puis jusqu'à l'école, globalement, ils sont à métro. Donc ils trouvent pas ça très désagréable. C'est vrai qu'il faut bien se couvrir. On va pas dire le contraire à moins 30. Mais par contre, par rapport à certains avantages que ça offre aux enfants, entre autres des bonnes bordées de neige, une expérience de vie sur l'hiver qui est quand même assez sympa. Mais il faut aimer les sports d'hiver, faut aimer ça. Voilà. Puis il y a donc on parle aussi de la météo, mais il y a aussi la vie en général. Donc par exemple la nourriture. Mm. On mange comme un Américain. C'est-à-dire on mange des hamburgers, des pizzas. Si on veut bien manger, faut aller au marché, il faut aller acheter des choses fraîches, etc. Par exemple, moi qui aime bien tous les plats français, la choucroute, le fromage, etc. J'en mange pas. Le fromage c'est cher, la choucroute il y en a pas, ou alors il y en a genre aux trois brasseurs, mais alors elle est pas bonne. Euh, donc euh, Ouais. Alors euh, sur le fromage, en fait, le lait d'une manière générale ici est pas géré comme en France. Donc le lait est plus cher qu'en France. C'est pas lié uniquement au fromage, c'est lié à tous les produits laitiers. Les yaourts seront un peu plus chers qu'en France, le lait sera un tout petit peu plus cher qu'en France, parce qu'en France on a un système de collecte de lait qui est complètement différent. Donc c'est vrai que ce sera un peu plus cher, mais comme il y a des tas d'aliments à côté qui sont eux beaucoup moins chers, globalement, moi je peux te dire, enfin franchement sur une famille de 4 personnes, on dépense moins en nourriture ici qu'en France. Et on s'est pas privé, on s'achète du camembert quasiment toutes les semaines, on a accès à tous les fromages. Nous on est très fromage hein, chez nous, donc c'est un gros budget, mais les légumes, on a d'excellents légumes à portée de main parce qu'ils viennent souvent des États et juste de l'autre côté dans le Vermont, dans l'État de New York, il y a une grosse production de légumes. Donc c'est pas très très cher, ça vient pas de très très loin. Ils sont de bonne qualité. Euh, on trouve pas tout, hein. Toi, tu parles des poisses, Pierre, mais tu trouveras pas ça ici. Ça sent trop mauvais, quoi. Ici, ça passe pas la frontière, mais tu trouves globalement quand même la plupart des fromages, voire même beaucoup de fromages d'ici, de fromages québécois, qui sont pas mauvais non plus. Maintenant, comme le dit Benjamin, faut sortir faire ses courses, quoi. Faut magasiner, comme ils disent ici, quoi. Mais c'est pas sur le panier de la ménagère finalement. Moi, je trouve que c'est quand même moins cher qu'en France. Il y a entre autres ici un truc quand vous arrivez ici que vous découvrez qui s'appelle Costco, qui est une centrale d'achat. Vous achetez une carte à l'année et moi, ça me permet quand même de diminuer, enfin d'enlever à peu près un quart voire un tiers du prix de la nourriture par mois, quoi. Et sans baisser la qualité parce que ça reste des produits quand même. C'est même les mêmes produits que dans la grande distribution standard. Donc si on veut continuer dans les poncifs par rapport à la France, oui, il y a moins de vin aussi. l'alcool est plus cher. Ouais.
Ouais, Julien dit Costco idéal en colocation. Ouais, c'est vrai que c'est génial parce que bah, c'est quand même des grosses quantités. Faut acheter des grosses quantités. Donc c'est vrai que Julien, t'as raison, c'est quand même plus pour les gens qui sont soit des gros mangeurs, soit Ouais. nombreux. Par Ou exemple, alors avec un gros congélateur. le papier toilette, à Costco, ils le vendent par paquet de 48, quoi. Ouais, c'est ça. Voire même 260. Donc ouais, le vin c'est pareil. Le vin ici, le vin, tout le monde ne peut pas vendre de vin. Pour vendre du vin, il faut être une institution agréée. Donc, ça s'appelle la SAQ ici, la Société des alcools québécois. Certaines grandes surfaces ont accès à certains vins, mais qui sont des petits vins. Et puis, quand vous allez acheter du vin, du vrai vin, bah, vous allez l'acheter dans une SAQ qui est en moyenne de 5 à 10% plus cher qu'en France sur les vins un peu élevés, ou sur des vins moyens, c'est à peu près entre 20 à 25 à 30% de plus qu'un vin français. Moi, enfin, je venais de Bordeaux avant d'être à Rennes, donc la problématique des vins, je la connais bien. C'est assez ça manque ici, ça revient assez cher. Ouais, très juste, Benjamin et Julien, vous parlez des vêtements. C'est quand même beaucoup moins cher ici. Bah, par exemple, les marques nord-américaines, c'est moins cher. Un jean Levi's, il est beaucoup moins cher ici qu'en France. Ouais, Moi, je mets des chaussures Converse, c'est moins cher ici qu'en France. ouais. Mais par contre, après, si tu veux acheter des trucs de la marque, du Nike ou des trucs comme ça, c'est le même prix pratiquement. À peu près, ouais. Disons que ça représente le même budget dans ton budget moyen. Voilà. On va dire que c'est à peu près équivalent. Par contre, c'est vrai que Sauf bah, qu'il faut plus de vêtements qu'en France, vu faut acheter un manteau d'hiver, des gants, un bonnet, une écharpe, des chaussures spéciales pour l'hiver, etc. Donc, alors il y a un truc qui est vachement bien ici, c'est quand moi j'étais arrivé au mois de janvier et sur tout le mois de janvier, de jusqu'à fin janvier à peu près, ils ont les grandes soldes d'hiver. Donc, ben, vous avez des grosses périodes de soldes comme ça ici, Nord-Amérique, où vous êtes capable d'acheter des fringues vraiment pour de la bonne qualité à 50 voire 60% moins cher que le prix affiché normalement. Moi, quand je suis arrivé, j'ai acheté enfin, une veste chez Zara, qui est quand même une bonne marque, assez chaude. J'ai acheté ça pour 100 dollars, ce qui est quand même pas très cher, alors qu'elle était affichée à 200, 250, je crois. Enfin voilà, donc il y a des périodes de soldes comme ça qui sont assez intéressantes pour les vêtements, surtout si vous arrivez l'hiver et que vous avez besoin de prendre et des chaussures, comme le dit Benjamin, des chaussures fourrées, des vêtements, etc. Faut pas, faut pas économiser sur les vêtements. C'est un truc, c'est important ici. non, ouais. Et une bonne tuque, comme dirait Julien. Et donc, aussi, je conseillerais aux gens d'arriver. Moi, je conseille pas. Nicolas, je sais qu'il est arrivé en janvier. Ça l'a pas trop choqué. Mais je connais plusieurs personnes qui sont arrivées en janvier, en février, et qui ont été complètement dégoûtées en fait, et qui sont partis quelques mois après, quoi. Euh, donc moi, je suis arrivé en octobre. Donc octobre, ça commence, c'est grisâtre, il pleut, il y a du vent, on sent que l'hiver arrive, donc c'est un peu la dépression aussi. Mais si je pouvais conseiller d'arriver, ce serait en mai, quoi. T'arrives en mai, le printemps il vient de s'installer, t'as l'été qui arrive, et puis donc tu peux profiter de voir tout ce que Montréal a à offrir, parce qu'en hiver Montréal c'est très vivant. Il y a toujours du monde dans les rues. Moi je suis rentré le soir, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'être dehors. Ouais. C'est, vous m'entendez toujours? Ok. J'ai pas de retour. Mais Toujours oui. Ouais. sans jamais en danger, quoi. Ouais, on a loupé une grosse partie de ton explication, je crois que tu as été coupé. Ah, Mais globalement, oui, c'est vrai que Montréal, c'est une ville super agréable et très sécure. C'est ça que tu disais en fait? ouais, c'est très Ok. sécure. Plusieurs fois j'étais dans la rue tard le soir, et puis je me suis jamais Ouais. senti mal à l'aise, quoi. Moi, pour avoir expérimenté par rapport à des jeunes enfants, moi, mon fils est arrivé ici, il avait 10 ans, enfin, il avait 10 ans. On l'a laissé prendre le métro pour aller à l'école avec sa grande sœur, bien sûr, mais à 10 ans, prendre le métro à Paris, jamais j'aurais laissé faire ça, quoi. Ici, aucun problème. Non, c'est ça. C'est C'est très très. Bah, encore une fois, ça dépend aussi des quartiers, j'imagine à Montréal.
Mais ça Ouais, paraît. c'est sûr qu'il y a des quartiers comme Hochelaga ou des affaires comme Voilà. ça. Il y a certains quartiers où, bon, il faut bien regarder, il faut se documenter un petit peu. De toute façon, quand vous voyez que les prix sont extrêmement bas, c'est qu'en règle générale, il y a quelque chose. Euh, on va en profiter du coup pour re-switcher un peu sur les prix des loyers. Moi ici, là où je suis à 5 minutes d'un métro et je suis vraiment à 10 minutes du centre-ville. Je suis au bout de ce qu'on appelle le village, qui est le quartier gay homosexuel de Montréal, mais ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de bars, restaurants. Et ici, je paye pour 4 chambres, donc quand même assez grand. Je paye 2 000 $, mais tout inclus, c'est-à-dire électricité, eau, téléphone, internet, tout est inclus à l'intérieur. J'ai même les meubles compris à l'intérieur. Ouais. Moi j'habitais dans ce qu'on appelle un 4,5. En 4,5, moi c'est l'équivalent, c'est comme si j'avais deux chambres, sauf qu'en fait j'avais pas deux chambres, j'avais une chambre, un salon, une salle à manger, et puis une cuisine et une salle de bain. Je payais 1 000 $ par mois. J'étais un peu plus loin du métro que Nicolas l'est, mais moi j'habitais en face d'un grand parc, donc ce que s'appelle le parc La Fontaine. C'est immense, c'est vraiment grand, et donc j'habitais juste devant. Donc par exemple, la vue de ma fenêtre, c'était pas une autre maison, c'était des arbres, c'était le parc. Ouais, super Donc appart. Ouais. c'est pour ça que c'était un peu plus cher Ouais. cher. Mais très Mais bel appart, ouais. Bah, un ouais, appartement comme tu en avais un, franchement, à Paris, c'est introuvable. non, c'est ça. Il était très bien. Ouais. Donc c'est ça. Si vous voulez habiter dans un loyer, dans un appartement, bah moi j'aime bien qu'un appartement, j'aime bien qu'il soit beau pour me sentir bien dedans. Mais c'est ça, aux alentours de 1 000 $ en fonction du quartier, vous pouvez trouver un truc très très bien. Sinon, alors les étudiants, quand ils arrivent ici, je sais que en avoir entendu plusieurs discuter, bon, le système des colocations, ça marche bien, ça Julien peut nous en parler aussi là-dessus, mais les appartements pour les étudiants, ça se trouve assez facilement de trouver soit une chambre à louer chez l'habitant, soit des appartements avec juste une chambre, un lit et voilà. Et je crois que ça commence aux environs de 500 $ à peu près, il me semble. Julien, je t'ai mis en unmute si tu veux parler à la limite. Oui, salut, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok. Ouais, t'as tout dit, ça va de 500 $ pour une petite chambre avec, en général, c'est des grands appartements à 5-6 chambres dedans. C'est un peu les résidents, les Les auberges espagnoles. colocations comme on sait faire là, les colocations avec tous les gens du monde entier. Sinon, si c'est avec des amis ou etc. Moi, l'expérience que j'ai eue, c'est avec des amis. J'avais un appartement vers le parc La Fontaine aussi, pas très loin de chez Benjamin. On payait 1 600 $ pour 3 chambres, ça faisait 130 mètres carrés. Ouais. Alors, il y a plusieurs quartiers à Montréal comme partout. Les quartiers qu'il En faut vogue. éviter quand vous arrivez ici, le plus cher, c'est le plateau. Ouais, Souvent, c'est quand même très c'est cher. c'est là où tout le monde va. Voilà. Donc ça, c'est quartier entre guillemets dit français, surtout habité par des Français de France, mais c'est assez cher. Donc attention à ça. Par contre, ben vous avez des quartiers comme moi, en tous les cas, le quartier latin et le village où c'est pas très cher. On trouve des appartements pas trop chers et assez bien placés quand même. C'est moyen. Par Moi, contre, je ben, conseillerais pas Berry-UQAM en tout cas, ouais, qui est là où c'est pas cher, mais le problème de Berry-UQAM, c'est que c'est centre-ville, où il y a beaucoup d'itinérants, etc. c'est Ce ça. serait plus vers justement un peu la périphérie, comme dit Nicolas, le quartier latin, ou à l'autre côté, dans l'est de Montréal, qui est maintenant les quartiers un peu montants, Atwater, les choses comme ça. Regardez un peu sur internet vers Lionel Groux, Atwater, ou vraiment downtown, vraiment centre-ville, vers Griffintown, etc. Là, c'est des quartiers qui sont tout neufs et qui sont très très agréables à vivre pour des jeunes professionnels. C'est les résidences avec piscine, sauna, tout ce qui est les nouvelles résidences qu'ils font Ah, c'est à plus le même prix l'américaine là. entre guillemets. Non, mais on peut s'en sortir. Ouais, ouais, Comme dit c'est vrai. Benjamin, c'est important d'avoir un bon appartement. Moi, j'ai fait l'expérience, par expérience, d'avoir un vieil appartement mal isolé où je payais 1 000 $ de facture d'électricité. Ouais. Quand il fait moins 40 dehors et il fait 12 degrés chez toi, tu te fais piéger une fois, pas deux. Ouais. Et Ouais. Benjamin a connu ça quand il était venu chez moi. Ouais. Mais c'est ça, donc il y a un juste milieu à avoir, je pense. Ouais, donc ben vous voyez la part en tous les cas, la cote-part réservée au logement dans le salaire, elle est quand même moins élevée que celle qu'on peut trouver dans une ville comme Paris ou même moi quand j'étais sur Rennes.
en France. Ça, c'est un rapport qui est quand même assez intéressant. Puis c'est quand même le poste de dépense, un des postes de dépense majeurs quoi, sur un salaire. Donc c'est vraiment pas négligeable. Ici, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxe d'habitation, donc la seule taxe qu'il y a à payer, c'est la taxe municipale, et ça, c'est le propriétaire qui la paye. Donc c'est un impôt en moins. Et encore mieux, tu peux, en fonction de ton salaire, tu récupères de l'argent en fait. C'est ça. Moi j'étais arrivé en octobre, donc j'avais eu octobre, novembre, j'avais eu 3 mois de salaire. Donc mon salaire pour l'année était pas gros, et du coup j'avais ma propriétaire m'avait remis un papier en fait qui disait combien j'avais payé, et puis sur l'argent que j'avais payé j'avais récupéré de l'argent. Je sais plus comment ils appellent ça. J'avais récupéré de l'argent sur mon loyer vu que mon salaire était pas très élevé. Ouais, il y a pas mal de choses là-dessus. Alors je vais juste vous partager un fichier supplémentaire. Je vous mettrai le lien dans les slides. Alors, c'est un PDF. Ce sont les perspectives d'embauche. Vous le voyez ou pas, hein? Je sais pas si vous le voyez. Ça charge. Ouais. Ce sont les perspectives d'emploi ici à Montréal, mais ce document existe aussi pour les autres villes. Il y a la même chose qui existe pour Montréal et pour les autres villes. Je vous mettrai le lien sur le site web. Vous les voyez? Ouais. 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 Alors, c'est classé par type de profession, vous verrez dedans. Et quand vous voyez ici le code, là, il y a un code CNP qui est le code profession, le 2147, ingénieur informaticien. Donc votre revenu annuel moyen qui était estimé en 2005, c'est 86 000 $. Donc vous voyez qu'on est quand même très au-dessus du salaire de base. Bien sûr, après, tout est à négocier, tout est à discuter avec l'employeur. C'est toujours pareil, hein, quand on a l'employeur, quand il y a l'offre et la demande, etc., etc. Tout est à calculer. Et puis, vous avez des données statistiques également sur le volume d'emplois qui seront recherchés pour les prochaines années. Donc, je vous partagerai ça aussi. Je vois qu'il y a des personnes qui demandent c'est quoi les domaines les plus demandés. Moi, je vous conseille pas de vous mettre dans le domaine le plus demandé. Mettez-vous dans le domaine qui vous intéresse. Ouais, c'est vrai. Je sais que par exemple, il y a une très forte demande en SharePoint et en BI. Si vous aimez pas ça, allez pas en faire, ça sert à rien. Moi, je sais que je déteste ça. Même si on me propose 30 000 $ de plus par année, j'irai pas parce que je vais m'emmerder. Je vais m'embêter dans toute la journée au travail. Donc faites ce que vous aimez, et puis si vous êtes bon, de toute façon, vous trouverez du travail. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est ici enfin, en tous les cas, moi j'ai vécu quelques expériences d'entretien. Là aussi, je pense que Benjamin et tout le monde auraient à dire, mais ici, la formation important assez peu. Ce qui est important ici, c'est quand même l'expérience. Même si vous n'en avez pas beaucoup, ayez des arguments pour valoriser ce que vous y avez appris. Même si c'est un stage, on apprend toujours des choses. On apprend comment gérer son temps, on apprend comment gérer les relations avec les autres, travailler en équipe, etc., etc. Donc mettez en valeur ce que vous avez appris pendant ces expériences. Et puis, on sait mieux parler des expériences qui nous plaisent que des expériences qu'on est obligé de faire par obligation. Donc, le message, c'est exactement comme Benjamin, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Puis ça, vous saurez toujours mieux le vendre que ce que on vous a obligé à faire, quoi. Exactement. Ouais, et puis on va parler des entretiens, des diplômes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, au Canada, à la différence d'en France, ils sont pas très regardants sur votre diplôme. Comme Nicolas, il est d'un BTS. Il est autodidacte. Ouais. Il a fait beaucoup d'autodidacte. Il a trouvé un travail avec un très bon salaire. Donc, si vous êtes bon et que vous arrivez à le montrer, peu importe votre diplôme, vous avez la possibilité de trouver un travail. Et pour les entretiens, c'est le même genre d'entretien qu'on peut faire en France. Donc, c'est très différent des entretiens nord-américains. C'est très différent des entretiens européens. Non, c'est très différent des entretiens qu'on peut trouver aux États-Unis. Oui. Je sais pas s'ils en ont parlé au dernier live meeting. Oui. C'est très différent. Ça a rien à voir. Donc ça se rapproche plus des entretiens qu'on trouve en France. Donc c'est très, on vous pose des questions, il y a quelques questions techniques et puis voilà quoi.
Alors, il y a quand même un bémol, c'est que nous, on parle de notre expérience dans les entreprises privées. Moi, j'avoue que j'ai pas non plus l'expérience dans toutes les sociétés ici, donc je pense que il y a aussi ici certaines compagnies qui demandent des équivalences, de rentrer dans des cases, etc., etc. Mais en règle générale, ces entreprises, on les connaît assez rapidement parce que on les voit très régulièrement proposer des demandes d'embauche et puis ne pas garder les gens chez eux. Parce que justement, c'est des gens qui vont pas être capables de proposer des perspectives à des gens capables d'investir ou de s'investir. Donc, Wadjo, là, tu poses la question par rapport à l'équivalence. Ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu vas te présenter, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai qu'un bac+2 et bon, j'ai 40 ans, mais tu vois, en France, on me disait quand j'allais négocier un salaire à 75 000 euros, on me disait ouais, mais moi, ça rentre pas dans mes cases parce que t'as pas un BTS, t'as pas un brevet d'ingénieur, machin, blablabla. Ici, là, jamais ils m'ont dit ça. Ici, tu corresponds au profil, tu as l'expérience qui va bien, tu sais vendre ton truc, ben on t'embauche. Moi, je suis à plus de 100K ici ça a posé aucun problème, quoi. En ce qui me concerne, voilà. Ouais, et c'est ça. Donc en fait, c'est comme en France, c'est les grosses compagnies à Montréal, et bah c'est celles qui essaient de nous faire rentrer dans des cases. Donc par exemple, il y a CGI Consulting. Eux, ils ont une petite case. T'as fait telle école ou t'as tel niveau d'expérience, et bah ton salaire il va être entre temps et temps. Alors que si vous prenez des petites entreprises privées avec peu d'employés, là, ça se joue à la négociation, quoi. Ouais. Marwan, tu poses une question par rapport aux statisticiens. Euh, En fait, ici, ils vont être très intéressés par les gens qui ont beaucoup d'expérience parce que le marché de l'emploi à Montréal, il est quand même, quoi qu'on en dise, pas. Je veux dire, il n'est pas d'un très haut niveau par rapport à ce que tu peux vivre en France, par exemple, où là, il va y avoir des besoins et des besoins changeants très régulièrement qui vont te permettre d'acquérir énormément d'expérience très rapidement. Ici, l'expérience est quand même plus difficile à trouver. Et comme partout, ben, ce qui est rare est cher, et ce qui est rare est fortement demandé. Donc, si tu es, encore une fois, ça dépend de ton niveau dans ta profession, de ton niveau d'expérience et de ta façon de le vendre. Mais en général, en règle générale ici, de manière générale sur l'IT, que ce soit du développement ou de l'IT pro, on est en pénurie ici. Les gens recherchent des profils. Donc, ça veut dire que globalement, tout dépend après des concessions que tu es capable de faire par rapport à ce que tu estimes être ton niveau. Mais ici, quelqu'un qui travaille dans l'IT, il reste une semaine sur le marché du travail grand maxi. C'est vraiment. Et puis, c'est pas comme en France. Hein. Ici, en 10 jours, parce que le salarié est protégé à peu près pendant 10 jours. 10 jours, c'est la période qu'il te faut pour être licencié normalement, si tu fais pas de faute. Évidemment, comme en France, tu peux être licencié pour faute lourde assez rapidement. Mais, enfin, je veux dire, ça te fait partir plus vite. Mais ici, en 10 jours, tu as largement le temps de te retourner pour trouver autre chose. Mais tout dépend des concessions que tu es prêt à faire. Ouais, alors ça dépend. Ouais. En fait, quand on a moins de 2 ans d'expérience, quand on a moins de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise, on peut se faire licencier du jour au lendemain Oui, c'est vrai. comme ça, sans aucune raison. L'employeur, il dit au revoir, c'est au revoir. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Il te donne pas d'argent, il te donne rien du tout. T'arrives le lundi t'arrives à 9h, à 9h30 t'es parti. Ouais. Quand ça fait plus de 2 ans que tu es dans une entreprise, quand tu as plus de 2 ans d'ancienneté, alors là tu es beaucoup plus protégé. C'est-à-dire qu'il lui faut une raison valable pour te mettre dehors. Valable Mais sachant que les 2 premières années, c'est une période d'essai de 2 ans, quoi, si tu préfères. Ouais, donc ça permet de répondre directement à la question de Karim par rapport à la période de test. En gros, bah, comme vient de le dire Benjamin, tu es en test pendant 2 ans. Alors normalement c'est 3 mois. Ouais. Dans le contrat c'est écrit 3 mois. Donc pendant les 3 premiers mois, n'importe quelle des deux parties peut mettre fin au contrat. Mais après, même après les 3 mois, s'ils veulent te mettre dehors, ils te mettront dehors. Y a pas de. Puis même toi, si tu veux partir, tu pars. Alors ça, c'est assez intéressant parce que le marché de l'emploi ici sur l'IT est tel que bah, quitter une entreprise, ça se fait assez facilement. Et puis, enfin, je veux dire, la demande, il y en a. Maintenant, tout dépend de ce que tu veux, toi, te donner en termes de réputation, parce qu'il faut faire attention, Montréal est quand même une assez petite ville, et tout se sait assez rapidement. Mais les deux parties pouvant arrêter le contrat n'importe quand, en gros,
C'est super facile de retourner voir une entreprise, même qu'on a quitté il y a 5 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a 3 mois, pour lui demander de t'embaucher. Ici, c'est très pragmatique. Moi, c'est ce que j'ai senti. L'expérience est peut-être différente. Mais si le type il a un besoin et que tu cadres dans le besoin, même si tu es parti avant, bon, évidemment dans de bonnes conditions quand même, mais même si tu es parti avant, il va te rembaucher. Alors qu'en France, il y a toujours une notion. Moi, à chaque fois que j'ai quitté une société en France, ça s'est entre guillemets pas très bien passé. Parce qu'il y avait vraiment une notion de tu quittes la famille, puis une fois que tu as quitté la famille, tu deviens vraiment un paria, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, donc je pense qu'on est déjà arrivé pas mal au bout de la période qu'on s'était à peu près fixée. Si vous le voulez, on peut ouvrir quelques micros si jamais vous voulez poser quelques questions supplémentaires. Je pense que la discussion vous aura permis quand même d'avoir un aperçu assez large sur l'expérience ici. Euh, est-ce qu'il y a une possibilité de décrocher un stage en informatique? Ben, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Les stages, c'est comme partout, hein, il faut aller les chercher. Donc, soit tu as un bon réseau qui te permet localement de rechercher pour toi, soit ben, il faut venir passer un PVT ou venir passer des vacances ici. Donc le PVT, c'est le permis vacances travail. Et donc c'est les deux options. Et puis ben à vous de décrocher le stage ici. Mais effectivement, enfin évidemment, ici comme ailleurs, des stages, il y en a parce qu'il y a des avantages à embaucher un stagiaire. Donc t'es passé en mute. Autant pour moi. Attends, Benjamin. Voilà. Hop. Excuse-moi, Benjamin. Non, j'ai craché. Ok. Donc, je sais pas si tu voulais du coup revenir par rapport à l'expérience sur le changement d'entreprise, etc. Je sais pas. Non, c'est bon. Ok. Euh, Moi, dans mon expérience, pour revenir à la question sur la BI, moi, je suis arrivé ici en tant qu'architecte SharePoint. Puis, moi, ce qui m'a beaucoup aidé ici, dans mon intégration et dans la façon de trouver, dans le fait de trouver du travail, c'est les réseaux. Le réseau qui a le mieux fonctionné pour moi, c'était le réseau des MVP. Mais ça fonctionne exactement partout ailleurs. Et puis c'est vrai que le réseau des MVP ici m'a permis moi de connaître du monde, de rentrer dans des communautés, puis de très rapidement sortir de ma coquille, quoi. Donc appuyez-vous sur vos réseaux, qu'ils soient communautaires ou techniques. Appuyez-vous sur les communautés parce que les communautés sont là pour ça. Puis c'est des bons relais, des bons points de contact. On peut pas tout vous donner du premier coup dans les communautés. Il faut apprendre à se connaître aussi. C'est tous les secrets du réseautage. Mais voilà, le réseautage est ici aussi très important. Donc moi, je suis arrivé en tant qu'architecte SharePoint. J'ai été embauché par une société donc de Boston qui est spécialisée dans l'analyse et la prédiction de la performance des écoles aux États. Enfin, on est spécialisé aux États-Unis et au Canada, mais on est en train de se développer un peu partout dans le monde. Donc on fait des analyses statistiques sur les élèves, les professeurs, la performance de l'école ou du professeur. Donc c'est un truc qui est juste impossible à penser en France. Et donc voilà, donc la BI, moi c'est vrai qu'il y a dans l'entreprise que j'ai trouvé un gros besoin sur la BI, mais ce besoin sur la BI, il est vrai un peu partout, parce que la BI, c'est quelque chose qui est en train d'arriver fortement dans toutes les plateformes et développement et IT en ce moment, enfin, à mon sens. Voilà, pour la petite aparté sur la BI, pour répondre à la question. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Par rapport à ton expérience depuis que tu es arrivé aux États-Unis, tu trouves ça comment? De quoi? Est-ce que ça te semble plus facile Montréal, le switch Montréal vers les États-Unis, tu trouves que Montréal, ça t'a permis de faciliter ce passage ou? Oui et non. C'est quand même assez différent. Ouais. Mais c'est vrai que d'être en Amérique du Nord, déjà ça te donne une première expérience avec la culture nord-américaine, qui est, on le répète, très différente de la culture européenne. Ouais. Donc les mentalités, etc., sont assez similaires entre le Canada et puis les États-Unis. Donc je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Puis bah, ça, la première fois, quand on le sait pas, bah, on peut vite faire des grosses gaffes qui sont graves.
Ça permet, alors, ça va sans doute rebondir un peu aussi sur les types de profils et nord-américains et ou québécois. La question de Safwen par rapport à l'entrepreneuriat, il y a un bon exemple qui est connecté, c'est Julien Stroker justement, qui lui travaille dans une société qui est purement québécoise ici. Ah oui, parce qu'il y a aussi ça. Si vous arrivez au Québec, vous êtes travaillé dans des sociétés qui travaillent exclusivement au Québec, ou quelquefois vous avez la chance, parce que je pense que c'est une chance de travailler pour des sociétés qui travaillent à l'extérieur du Québec, et les expériences aussi dans ce domaine sont très différentes. Voilà, sur plein de points dans le travail. Et Julien, lui, il est arrivé dans une société qui s'appelle Victrix ici, qui embauche des jeunes diplômés, IT, pro et dev. Euh, et lui, il a eu beaucoup d'opportunités qui se sont ouvertes à lui justement par rapport à l'entrepreneuriat. Alors ici, c'est quand même, ça dépend des profils d'entreprise dans lesquels vous êtes, mais globalement, c'est vrai que les entreprises sont quand même assez ouvertes aux propositions que peuvent faire les salariés. Ils sont assez à l'écoute de ça. C'est quelque chose qui est vraiment dans leur ADN ici. C'est contrairement à la France. Ça, vous l'avez déjà entendu partout ailleurs. Ça, c'est vraiment un poncif, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui est réel ici. Vous arrivez avec une idée. Moi, actuellement, je suis en train d'apporter un nouveau produit à l'intérieur de mon entreprise. J'ai vendu l'idée en interne. Je suis allé monter le plan projet, j'ai monté le budget, je suis allé le défendre, et puis ben voilà, on m'a ouvert la porte vers Boston. Là, je suis en train de négocier avec les Américains, puis on va probablement inscrire ça au plan d'investissement l'année prochaine. Donc ça reste assez ouvert, mais tout dépend de votre capacité à convaincre, encore une fois, et puis le reste, quoi. Comment est évalué un stage dans le laboratoire de recherche par rapport à un stage à l'industrie? Aucune idée non plus. J'ai pas eu cette expérience. Je sais pas répondre. Les stages, je pense que les stages sont à peu près, on leur donne à peu près la même valeur ici qu'en France, à mon avis. C'est en tous les cas, vous, la façon dont vous allez tirer profit de ce stage qui va être intéressante. Ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui va nous faire un rapport de stage où il va vraiment se cantonner à ce qu'il a appris lui sur le plan technique, etc. dans l'entreprise, c'est bien, parce que c'est ce qu'on attend du stage, effectivement. Mais ce qu'on attend avant tout d'un stage, c'est que le candidat ait une vraie réflexion par rapport à sa place dans l'entreprise, sa place dans l'équipe de travail, etc. Donc, euh, vous ne restez pas bloqué sur le stage en tant qu'expérience professionnelle, mais c'est avant tout une démarche personnelle. C'est comment est-ce que vous grandissez dans cette relation par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes capable de tenir des délais? Est-ce que vous êtes capable de vous engager? On parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable d'apporter des idées ou d'être moteur dans votre... Voilà. C'est tout ça qui va être super intéressant dans le stage et dans la façon dont vous allez le vivre. Donc, faites-le ressortir dans un CV. C'est même 2 mois de stage. Moi, je me souviens encore des 2 mois de stage que j'ai eu la chance de passer en France. Mon CV était nul par rapport à ce que ça m'avait apporté. Avec du recul, je me dis, waouh, j'aurais dû expliquer des tas de trucs dedans, quoi. Enfin, n'hésitez pas peut-être pas en mettre des tartines, mais il y a beaucoup, beaucoup à dire sur une expérience de stage. Beaucoup, beaucoup à dire. Même si c'est que 2 ou 3 mois, quoi. Et je pense qu'ici, la valeur est à peu près la même entre les stages en France ou les stages au Québec. Je pense que c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que peut-être que vous pouvez avoir une dimension internationale peut-être plus facile ici parce que la proximité des États-Unis rend la chose peut-être plus intéressante parfois. Encore qu'en France, on trouve des expériences internationales aussi très intéressantes avec l'Angleterre, la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Benjamin. Non, c'est bon. Parce que je vois qu'il n'y a plus de questions dans le backlog, donc moi je vous propose qu'on arrête la discussion ici. S'il le faut, sur la base de réflexion ou même de feedback par rapport aux slides ou par rapport à la session d'aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer un petit document avec vos questions dedans. S'il faut réorganiser une discussion comme celle-là, moi je suis vraiment à votre disposition. Quand il s'agit d'échanger sur une expérience, il n'y a aucun problème. Ben, je sais pas pour toi, mais Non, c'est pareil. donc ça peut être toujours intéressant. Et puis
encore une fois, n'oubliez surtout pas l'investissement que vous mettez dans vos stages et dans les communautés, parce que les communautés que vous êtes capable de développer, ou même les affinités que vous pouvez développer dans les communautés, c'est du network. Puis ça va vous servir vraiment, vraiment pour tout le reste de votre expérience professionnelle. C'est la façon même dont vous collaborez au travers de la communauté, c'est une expérience que vous pouvez aussi valoriser sur un CV. N'hésitez surtout pas à l'ajouter. Si vous êtes organisateur d'événements, si vous organisez même des SharePoint, enfin des 5 à 7 ou des afterworks, vous pouvez aussi valoriser cette expérience-là dans un CV. Pour moi, ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes dans le profil d'une personne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à valoriser tout ça. Bon, ben je mets fin à l'enregistrement. Donc je uploaderai probablement les contenus de la session sur YouTube ou enfin où je vais trouver, où je vais pouvoir. Et puis ben n'hésitez surtout pas à poser vos questions et on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre en tous les cas. Merci. Les réseaux MVP ou MSP sont-ils vraiment utiles? Oui. Ah, oui. Bah, moi, MVP, ouais, vas-y, dis. Ouais, moi j'étais MVP avant d'arriver au Québec et puis en fait ils m'ont engagé à cause de ça. Ouais, clairement. Ils m'ont dit MVP, il doit être bon. Donc c'est vrai et puis ça peut être faux aussi. Hein. Un MVP n'est pas forcément bon, mais ouais c'est très recherché parce que les communautés c'est quelque chose de très actif à Montréal. Donc si tu tombes dans la bonne société où il y a des gens déjà actifs dans les j'en connais plein des sociétés comme ça, oui, mais après il y a d'autres sociétés où ils savent pas du tout ce que c'est un MVP ou MSP, puis ils s'en fichent un peu quoi. MSP, c'est un peu moins connu qu'en France, je serais tenté de dire. Ouais. Ça me semblait plus actif en France. Maintenant, on essaye de faire ce qu'il faut pour la développer ici. Ouais, ils essayent là au Canada, mais c'est vrai que c'est pas. Mais toutes les bonnes volontés sont bienvenues aussi. C'est-à-dire que si jamais vous êtes MSP ou vous souhaitez le devenir, le passage, par exemple à Supinfo ici ou dans une école sur Montréal ou sur le Québec, ça peut être aussi l'opportunité de valoriser, enfin de devenir MSP et de valoriser cette expérience, et aussi de faire avancer le schmilblick au niveau de l'expérience MSP québécois. Oui. Entre autres, on est en train de préparer, enfin je suis en train de préparer moi pour la fin d'année, enfin pour le mois de janvier prochain, une rencontre entre les MSP et MVP ici à Montréal pour faire un peu ce que vous faites en France dans les MSP Days, un truc dans le style, et d'essayer de mettre en relation des MSP et des MVP pour qu'il y ait vraiment une relation de mentoring entre les deux. Donc oui, clairement ces réseaux-là sont fortement valorisés. Déjà ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils comprennent ce que c'est, en tous les cas pour le MVP. MSP pas encore très bien, mais ils comprennent ce que sont que les communautés, comme dit Benjamin, quoi. Ils savent ce que c'est. Ok. Bientôt, Pierre. Bientôt. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour avoir participé très activement avec vos questions. Merci beaucoup pour toutes vos questions qui étaient très intéressantes. Et puis, ben, n'hésitez surtout pas, si vous en faut d'autres, à nous les poser par mail ou par le biais du site internet Facebook, sur le groupe Facebook. Ok? Merci beaucoup et puis bonne fin de journée à vous.